Une vie à l'écoute. Une série documentaire en 4 épisodes, écrite par Nolwenn Thivaud. La musique et la réalisation sont signés Tony Ayer. Épisode 4. Quand je pense à Lucien Coq et à notre premier échange, il y a des mots qui me reviennent. Mes premiers souvenirs, c'est moi dans les bras de ma mère, traversant la ligne de démarcation, avec la traversée d'un petit fleuve ou quelque chose comme ça, avec un groupe de gens et des passeurs, et des gens et une meute de chiens qui hurlaient pas loin. Et ma mère, dans l'étreinte et dans la passion, portant cet enfant que j'étais, très lourd pour le groupe, dont le groupe grognon voulait nous débarquer. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs de la grogne, de la grince, de la menace et de la mort immédiate avec ma mère qui courait, moi, dans les bras. Et donc, j'étais quand même un enfant qui approchait donc entre les 3 ans et demi, peut-être pas 4 ans, mais j'étais quand même lourd à porter, elle ne m'a pas lâché. Bon. Et donc, là, c'est mes premiers souvenirs. Les premiers souvenirs ensuite, c'est elle a dû me porter pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive en région Sauve. Et tout ça fait une sorte d'implosion au niveau corporel, sensoriel, mental et réactionnel. Et à ce moment-là, je perds l'usage de la marche. Pendant la Grande Guerre, les enfants cachés risquent d'être découverts à tout moment, emmenés, séparés de leurs parents ou tués. Lucien m'a un peu raconté ces moments pendant lesquels il ne pouvait pas parler. Il passait des heures dans les bois, tout seul, avec un troupeau de chèvres, sans mots. Il devait absolument garder le silence, être discret, à l'affût du moindre signe des maquisards, pour se mettre à l'abri. Les émotions ressenties demeurent présentes, au-delà de notre vouloir, dans un rêve involontaire. Passer par le souvenir, c'est s'obliger à raconter cela pour un autre, de façon plaisante. Il faut un autre de l'autre côté du tunnel. Parfois, aucun mot n'a réussi à dire. Alors, l'émotion, lorsqu'elle revient, atteint comme un choc direct. Il faut parfois lui donner la forme d'un conte, aux dimensions légendaires. Et curieusement, pour celui qui raconte, la vie vous a fait votre récit. Il faut lui donner un jeu. Mais c'est au fond du corps que se forme le besoin de raconter. Ce serait comme une grande bouteille, figurant le corps mémoire, enterré dans le sol, le col à l'air libre. Et tout ce que contient cette bouteille, au fond dissimulé, a comme unique issue le goulot, la gorge, la bouche, tout ce qui va communiquer avec l'air et le dehors. En fait, je trouvais vraiment que cette métaphore était très bien trouvée, très, très délicate aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte. Alors forcément, ce texte, il est issu de quelque chose que vous avez vous-même rédigé, qui est une forme de fiction, un récit de fiction, votre véridicité, on pourrait dire, si on faisait référence à Annie Ernaux. Est-ce que vous avez envie d'en parler, de votre véridicité ? Oui, je veux bien en parler. Je pense que j'ai souffert d'une polysensorialité très importante qui est issue de mon enfance et qui s'est complètement imprimée dans le contexte et le décor de ma présence dans le Vercors. Je n'avais la permission humaine de parler à personne étant enfant, et que j'ai passé beaucoup de temps seul dans les bois, avec des chèvres, avec un chevreau, etc. Ce qui paraît maintenant, je pense, une situation complètement invraisemblable. Bon, pourtant, je peux raconter et dire que ça a été comme ça, que c'est pas du fantasme imaginé.
un compte réel de situation et de vécu. Ce qui est très différent de la plupart des enfants, c'est pas forcément le fait d'être élevé à la campagne ou dans un précaré avec des animaux. Ça, c'est totalement vraisemblable. Ce qui est très compliqué, par contre, et qui vous distingue complètement de tout un chacun, c'est d'avoir vécu avec toutes ces interdictions. Vous mouvoir provoquait du bruit et potentiellement un grand danger. Oui, bien sûr. Un grand danger pour moi, pour mes parents, pour mon père que j'ai tellement aimé, et aussi pour ces dames qui me sauvaient, qui me cachaient, qui me protégeaient. Donc j'étais un danger aussi pour les autres. Je pouvais trahir par le bruit, peut-être par les larmes, je ne sais pas. Et notamment la phrase terrible de ma mère, j'avais peut-être, je ne sais pas quel âge j'avais là, dans les 5 ans, elle dit il faut surtout pas que tu parles de ton père, que tu dises rien du tout. S'il y a des gens qui viennent ici poser des questions, parce que sinon ils vont le prendre, comme j'étais responsable du silence et de la non-parole. De la même façon qu'en passant la ligne de démarcation, là c'était beaucoup plus tôt, porté par ma mère à bout de bras avec un passeur et des gens, et ma mère a lutté, elle m'a serré contre elle m'a porté pendant je ne sais pas combien de temps, et quand elles sont arrivées en zone libre, elle m'a répété plusieurs fois cette parole extraordinaire. Elle dit, écoutez, vous voyez, le petit n'a rien dit, il est plus courageux que vous. Sauf que le petit, en arrivant à Pau, il avait perdu la marche. Donc ça donne aussi... la perspective de ce que vous avez traversé. La perspective d'un vécu dont je ne peux pas m'honorer de ce que son côté extraordinaire, mais enfin, qui a été quelque chose de vraiment existant qui m'a fabriqué. L'histoire de Lucien, pour moi, c'est quelque chose qui est très présent, dont il m'a parlé assez tôt, et je pense que ça a aussi rencontré des éléments de mon histoire forte, et que là, il y a des points de rencontre, de compréhension importants. Il lui arrive de parler de lui dans ses séances. Il lui arrive aussi de parler peut-être de récits d'autres vies pour peut-être susciter chez la personne le fait qu'elle-même peut avoir son histoire de vie et la construire. Et ce seront plutôt des choses de vie que des cas. Et je pense que ça fait partie de sa matière de travail. Et il ne le fera pas n'importe quand, il sentira très bien quand quelqu'un va manœuvrer là-dessus. Donc il est assez malin pour choisir son moment, mais je pense que ça fait partie, d'ailleurs on en parle aussi dans le livre, il y a tout un chapitre là-dessus. D'ailleurs c'est une technique aussi qui est utilisée dans l'hypnose, on appelle ça la technique de l'ami John, qui est de parler de quelqu'un pour parler indirectement à la personne et pour lui donner comme un bain plus large de possibilités dans lesquelles il peut prélever quelque chose pour lui. C'est aussi quelque chose qui se fait. Mais Lucien, je pense, le faisait à sa façon déjà avant, d'être confronté à l'hypnose. Je me dis qu'il y a forcément, de par votre pratique, quelque chose qui vous a placé à rebours, quoi. C'est-à-dire dans votre pratique, on entend bien qu'il y a beaucoup plus de global, beaucoup plus où vous prenez le patient plus dans ce qui va vous signifier au-delà même des mots. Enfin, j'ai l'impression. Les champs de perception, c'est les champs, je dirais, du désert, parce que moi, ça remonte à mon enfance
je rabats peut-être un peu les oreilles, mais je me revois sans cesse comme étant un enfant n'ayant pas le droit d'aller à l'école, n'ayant pas le droit donc d'apprendre à lire et écrire, sauf de comprendre pas pourquoi on me voulait absolument me forcer à lire, à écrire et à apprendre, à faire des lettres en les dessinant à la main, dans une cour de ferme parmi des animaux. Pourquoi, moi aussi, je n'avais pas le droit d'existence et pas parler que les autres enfants. Pourquoi on m'emmenait en grand secret à l'école où les autres enfants allaient aller pour qu'il y ait une maîtresse qui m'explique en quoi consistait d'aller à l'école. Mais moi, les adultes me paraissaient complètement fous. Qu'est-ce que c'était cette histoire qu'il fallait se sauver tout le temps, se cacher? Et qu'est-ce que c'était cette histoire d'enfants qu'on prétendait particuliers, mais qui n'avaient pas le droit d'exister? Je connaissais que des choses brutes, un vécu de terreur totale. Donc moi, par rapport à la société normalisée, pour moi, j'étais un résistant. Voilà, ça, c'était ma façon d'être, avec crainte, avec peur des représailles des establishments et des bourgeoisies bien établies, mais c'était mon tempérament qui était devenu comme ça. Voilà. Loin de s'apitoyer sur son sort, Lucien Cock se saisit de sa réalité. Selon lui, et je reprends ses mots, « Quand on n'a pas eu ce qu'il faut à l'origine, il faut le modéliser. » Et puis quand un patient reboucle sur son passé, il ou elle sont invités à revenir en arrière, avec un peu d'humour. Le fait de m'entendre à la fin, oui, c'est ça, indulgence, tendresse, je me fais un peu rire moi-même. Je me dis, bon là, encore ce truc, encore ta mère. Lucien Cock a été profondément marqué par le confinement. Ce moment d'interdit où nous étions tous reclus, empêchés. Que peut un psychanalyste quand il y a rupture avec ses patients? Est-ce que le besoin de thérapie s'arrête? Comment il se poursuit? Lucien s'est mis à l'affût des mots, permettant à ses patients la rencontre par la voix depuis le téléphone, depuis l'application Zoom, depuis leur voiture, depuis une promenade. Comme beaucoup d'analystes, il a poursuivi ses séances à distance. Lorsqu'il m'apprend que certains échanges ont fait l'objet d'enregistrements pour 1 ou 2 patients, je crois comprendre très vite le sens de ce qu'il fait. C'est pour ça que je suis allée le revoir. Vous aviez un rapport donc particulier, polysensoriel, mais ça veut dire que beaucoup de choses vous renseignent. Et du coup, je me suis demandé si vous-même, vous vous étiez enregistré, réécouté, ou en tout cas, comment ces enregistrements, là, cette proposition d'enregistrement, elle s'était présentée à vous. Est-ce que c'était un truc intuitif? Est-ce que... Je me suis demandé si finalement, vous-même, vous aviez vraiment réfléchi à cette histoire de travailler à partir d'un enregistrement. Dans la mémoire de mon corps et de mes sensations, c'était tellement intense qu'il fallait pouvoir arriver à l'extraire. Et pour ça, il fallait arriver à le parler, à le percevoir, à le sentir. Mais le sentir sans le poser par de l'écriture d'abord, c'était trop violent. Je pensais que ce que je me souvenais de ce qui m'habitait et ce que j'avais vécu était tellement pas croyable qu'on ne pourrait pas me croire que j'avais ces souvenirs-là en moi, oui, qui étaient tellement intenses et qui remontaient à mes 4 ans et demi, 5 ans. C'était vibrant encore d'intensité à l'intérieur et c'était très menaçant. Bon. Et en même temps, pour le psychisme, c'était difficile à croire que c'était moi qui étais encore vivant et qui avait vécu ça. Ouais. Et ensuite, quand c'était posé, c'était possible de l'extraire à l'intérieur de mon corps mémoire et de mon corps pour l'adresser à d'autres et le traduire en message d'écriture, qui était aussi des paroles. Voilà, ça objectivait le fait que j'étais un survivant. Voilà. Et vous, du coup, vous vous êtes dit que ça pouvait être très utile pour autrui, pour d'autres. Et c'est comme ça que vous l'avez aussi, vous avez invité d'autres personnes, peut-être,
à cette pratique? Par la suite, je me suis dit, en étendant complètement, qu'il fallait qu'ils apprennent à écouter leur voix, les sons de leur voix, la sonorité matérielle qui passait au travers de la voix, qui était leur corps, leur identité, leur émotion, alors que pour la plupart, je m'étais rendu compte, ils ne connaissaient pas leur voix, ils ne chantaient pas, ils n'avaient pas tellement d'accès au son de la musique, et qu'ils ne se connaissaient pas en tant que corps sonore concret. Parce que psychologiquement, les humains, ils semblaient imaginer qu'il suffit de parler, d'émettre des choses, d'avoir des appareils, puis d'écouter, etc. Non, il y a aussi tout l'espace qui est en jeu. Et donc je me suis mis à théoriser, à travailler sur la notion de l'intervention de l'espace pour transmettre, pour recevoir, pour écouter, voire pour se faire entendre. Donc ça avait aussi à faire avec la notion de l'intérêt du témoignage. Bon. Et c'est comme ça que m'est venu le fait, j'avais envie, et les séances étaient tellement extraordinaires, je me disais, mais c'est pas seulement parce que moi je trouve des choses formidables, mais eux, ce qu'ils racontent, il faut qu'ils se rendent compte de combien c'est extraordinaire, et que ça leur appartient, y compris la séance. Donc c'est là qu'est venue l'idée d'enregistrer la séance, de leur adresser, sachant que c'était des choses qui ne pouvaient pas rentrer dans le domaine public. Voilà. C'était Une vie à l'écoute, la première série originale du podcast L'écoute, produite par Narasson. Ce documentaire en 4 épisodes plonge l'auditorice au cœur de la psychanalyse pour explorer la puissance de l'écoute. En remontant le fil de la pratique avant-gardiste du docteur Lucien Cock, nous avons découvert plusieurs facettes de cet acte essentiel. Merci à Lucien Cock et à toute sa famille. Merci au docteur en psychiatrie Liliane Mittelman, ainsi qu'à leur ancienne patiente, Amanda. Une vie à l'écoute est écrite par Nolwenn Thivaud. La musique et la réalisation sont signées Tony Ayer. Maintenant, il est temps de partager votre écoute, de la laisser se propager, car l'écoute véritable est une force qui peut transformer des vies et tisser des liens profonds. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Partagez, commentez et restez à l'écoute, car de nouvelles histoires vous attendent au sein de ce podcast.